Occupe également le gouvernement Talon. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la lutte contre la corruption ou encore de la lutte contre l'impunité. Depuis quelques mois, le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, fait de la lutte contre la malgouvernance ou le détournement de deniers publics son cheval de bataille. Dans cette croisade contre la corruption, des dossiers sont déterrés, des personnes sont interpellées et jetées en prison. Bientôt, l'Assemblée nationale sera saisie, les députés seront appelés à lever ou non l'immunité dont bénéficient certains députés ou certains anciens ministres de la République. De son côté, l'opposition juge sélective la lutte contre la corruption que mène le gouvernement en place. Elle parle de chasse aux sorcières, du règlement de compte ou d'acharnement politique. Je reçois sur le forum politique de ce mercredi un député de l'opposition et précisément du bloc de la minorité parlementaire. Guy Dossou Mitokpe, c'est bien le nom de ce député. L'honorable Guy Dossou Mitokpe est le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir. Avec notre invité, il sera question d'aborder les grands faits d'actualité, notamment la lutte contre la corruption, la visite du chef de l'État Patrice Talon à Paris, les grèves et le spectre d'une année blanche, la réforme du système partisan, etc. Auditrices, auditeurs de Cap FM, vos appels seront les bienvenus dans cette émission au 21 33 52 25 ou au 95 22 77 36 dans cette émission bien entendu. Et puis, vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur Internet grâce à www.capfm.com et le webmaster Charles Chabel Zinsou Ivera. Honorable Guy Mitokpe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation sur le forum politique. Merci. Honorable Guy Dossou Mitokpe, quelle appréciation faites-vous de la lutte contre la corruption, lutte que mène le régime Talon? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Avant toute chose, je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il donne à chacun d'entre nous et aussi rendre gloire à Dieu pour les vents de la paix qu'il continue de maintenir sur notre pays. Je voudrais aussi, avant toute chose, saluer les auditeurs et auditrices, de votre radio et aussi l'audience qu'a votre radio. La lutte qui a été engagée depuis un certain moment par le gouvernement que vous aviez qualifié de lutte contre la corruption est une bonne chose. Dans tous les pays du monde, tous les peuples du monde souhaitent quand même que la richesse du pays puisse être équitablement partagée. Vous ne verrez pas de peuple au monde qui puisse s'opposer à ce qu'on puisse faire une épuration dans la gestion de la chose d'État. Parce que très souvent, pour le pauvre, le riche est à la base de sa misère. Que ce soit à raison ou à tort, c'est ce qui est pensé. Et l'autre chose que nous devons savoir, c'est que lorsque dans un pays, la richesse n'est pas équitablement partagée, il est normal qu'il puisse avoir une grande aspiration pour le fait qu'on puisse faire une purge dans le domaine de la gestion de la chose étatique, afin que chacun puisse savoir que sa contribution à la richesse du pays est gérée de la meilleure des manières. Donc, la lutte contre la corruption est une bonne chose. Et personne, aucun homme politique, aucun acteur public qui aime son pays, qui est attaché à la morale, ne peut dénoncer le fait qu'on puisse lutter contre la mauvaise gestion au sommet de l'État. Donc, pour moi, le fait que cela puisse être reconsidéré par l'actuel gouvernement, je pense que dans l'ensemble, il faut comprendre que la lutte elle-même contre la mauvaise gestion et contre la corruption est une bonne chose. Mais en ce qui concerne le Bénin, en ce qui concerne ce qui se passe, la question est de savoir est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est réellement la lutte contre la corruption tant attendue. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui selon vous? Donc ce qui se passe aujourd'hui,
Et heureusement que ce n'est pas de l'histoire, ça se déroule sous nos yeux. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que vous l'aviez dit aussi dans vos propos liminaires, vous avez caricaturé dans vos propos liminaires, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une lutte sélective. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas loin de ce qui pourrait être un règlement de compte. Je ne parlerai pas de chasse aux sorcières parce que c'est une expression pour moi galvaudée, toutes les fois qu'on parle de lutte contre la corruption. Parce que quand c'est galvaudé, ça tombe dans la banalisation et on ne perçoit plus le sens véritable et la pertinence de ce qu'on voudrait exprimer. Mais ici, dans notre cas, je pense qu'il ne faut pas laisser, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas aller dans le sens de règlement de compte, il ne faut pas aller dans le sens d'une déviation des vœux du peuple. Parce qu'effectivement, le peuple souhaite, et pour même la bonne santé de la caisse étatique, c'est bon qu'on puisse lutter contre la corruption. Et qu'est-ce que vous aurez souhaité par rapport à cette lutte? Que cette lutte puisse se faire d'une manière impartiale. Parce que lorsque, dans un système démocratique comme le nôtre, on décide de poursuivre un certain nombre de citoyens parce qu'on estime que ces citoyens ont mal géré les fonds de l'État, je pense que cela ne doit être entaché d'aucune coloration partisane. Parce que lorsque on constate des doutes dans la lutte, il y a des moyens, il y a des raisons qu'on puisse se poser, des questions, à savoir, est-ce que c'est une lutte impartiale? Parce que ce qui se passe dans notre cas, vous avez parlé de la levée de l'humilité d'un certain nombre de collègues parlementaires, mais je voudrais préciser que les collègues dont il est question sont des collègues de l'opposition parlementaire. Il s'agit du collègue Valentin Dianotin Agossou, il s'agit du collègue Idrissou Bako, et enfin il s'agit du collègue Ataou Renouho Mohamed, qui curieusement sont tous membres de la même minorité parlementaire et qui curieusement, le 4 avril 2017, se sont tous ligués contre la révision de la Constitution. Ils ont porté un nom, et lorsque ce vote se faisait l'année dernière, le mode de scrutin, lorsque vous prenez le carton vert, vous êtes pour, et lorsque vous prenez le carton rouge, vous êtes contre. Ces trois collègues ont tous choisi le carton rouge. Et j'ai eu à dire, dans une autre station de radio, que au sein de l'hémicycle, aujourd'hui, il n'y a pas que ces trois qui puissent être soupçonnés d'avoir mal géré les sous de l'État. Il y a aussi des collègues qui ont été cités dans un certain nombre d'affaires à la tête de la République. Et curieusement, nous constatons que ces collègues aujourd'hui qui ont été cités dans les affaires de la République ne sont pas au sein de la minorité parlementaire aujourd'hui, font partie du bloc de la majorité parlementaire et curieusement ne sont pas cités parmi ceux pour qui on souhaite lever l'humilité parlementaire. Certainement que là tout viendra et que vous êtes pressé. Vous savez, nous sommes en train de travailler à deux choses. La première des choses pour laquelle nous travaillons, c'est d'abord que notre démocratie puisse continuer de grandir, que notre démocratie puisse continuer d'être forgée et d'être solide. Donc tous les acteurs qui travaillent chaque jour afin que cette démocratie puisse se présenter comme une démocratie forte, c'est des acteurs qui doivent être traités de la même manière. Et la deuxième chose pour laquelle nous sommes en train de nous battre, c'est que lorsque cette démocratie sera forte, ou pendant que cette démocratie continuera de se solidifier, nous devons aussi travailler afin que le développement de ce pays puisse être une réalité. Alors, honorable Kimi Tokpe, c'est vrai, on connaît votre position et le sort que vous entendez réserver à la demande de la levée de l'unité de certains députés membres du bloc de la minorité parlementaire auquel vous appartenez. Les auditeurs auraient souhaité que vous expliquiez davantage par rapport à cette position. La position qui est la nôtre suit la levée de l'unité de ces trois collègues. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Oui, mais en réalité, c'est la démonstration que j'étais en train de faire tout à l'heure. J'insiste là-dessus. Nous nous opposons à ce que la lutte enclenchée par le gouvernement puisse être une lutte sélective. Je vous explique le bien fondé de cette position. Vous voyez, M. Akwasou, je suis en face de vous aujourd'hui.
si à force de prendre cette position qui consiste à dire aujourd'hui au gouvernement que nous sommes un État de droit, que nous sommes une démocratie, que nous sommes une république, et que nous ne sommes pas dans une monarchie, et que les choses doivent se faire selon la loi, et que les choses doivent se faire selon les normes. Si à force de dire ça, demain on m'interpelle, et on met cela sous la coupole du fait que nous sommes en train de lutter contre la corruption, parce que au préalable ou par le passé, j'avais déjà géré des choses, je pense que ce n'est pas ça l'esprit de la lutte contre la corruption. L'esprit de la lutte contre la corruption, on ne doit pas pouvoir détenir des dossiers afin de faire chanter les acteurs publics. On ne doit pas pouvoir détenir des dossiers afin de garder chaque acteur public comme un potentiel prisonnier. Que vous soyez de la mouvance présidentielle ou que vous soyez de l'opposition, dans une république, vous devez tous avoir le même traitement. Si un acteur public, un acteur politique, du côté de la mouvance présidentielle, gère mal, alors qu'il a été à la tête d'une société d'État ou alors qu'il a été ministre, il doit pouvoir être interpellé dans les mêmes conditions que celui qui, à un moment donné, n'est plus d'accord avec le gouvernement. Et ça, vous allez me permettre de poursuivre, dans ce sens que c'est ce qui explique l'équité. Et c'est ce qui explique l'efficacité dans la lutte contre la corruption. J'ai dernièrement moi-même écouté le chef de l'État lorsqu'il avait reçu les femmes de nos marchés. Et à une partie de son intervention bien maîtrisée en langue fongbe, au cours de laquelle il a dit aux femmes que même dans mon propre gouvernement, dans l'actuel gouvernement, il y a déjà certains collaborateurs qui ont mal géré, qui ont été soupçonnés de malversation de fonds publics. Mais dès que vous voulez prendre la sanction, ce sont les parents, ce sont les cousins, ce sont les proches qui viennent et qui intercèdent. Moi je dis, pour lutter contre la corruption, c'est à ceux qui viennent intervenir qu'il faut d'abord donner la leçon. Il faut les écouter, mais il ne faut pas fléchir. Il faut les écouter, mais il faut punir. Il faut les écouter, mais il ne faut pas réprimer. Mais aujourd'hui, dans ce sens que... Mais aujourd'hui, l'interpellation ou l'emprisonnement de l'ancien directeur du Conseil national des chargeurs du Bénin ne vous convainc pas par rapport à la lutte? Non, vous savez, le cas d'Ayori, l'ancien directeur de la Caisse nationale des chargeurs du Bénin, est un cas particulier. En quoi c'est particulier? Je l'explique rapidement. Pour moi, c'est un cas particulier qui n'explique pas véritablement l'impartialité du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Parce que l'ancien directeur que vous venez de citer tout à l'heure, il y a, parmi ceux qui sont cités dans la situation de la Caisse nationale des chargeurs du Bénin, on a profité de la situation de l'ancien directeur M. Dayori pour fermer, comme on le dit d'une manière je sais pas, courante, pour fermer la bouche ou pour arrêter un certain nombre de concitoyens. Je vais prendre le cas du docteur fiscaliste M. Eric Ongué. M. Eric Ongué est aujourd'hui détenu à la prison civile de Cotonou, et parce qu'il a été cité dans une histoire de complicité de détournement de deniers publics. Mais comment se fait-il qu'un cabinet qui n'est pas une structure de l'État, un cabinet qui a un contrat de prestation avec une structure de l'État, puisse être accusé de complicité de détournement de deniers publics? Et ce dernier, la procédure a été tellement accélérée et que en quelques heures, il s'est retrouvé à la prison civile de Cotonou. Ça, c'est des cas de règlement de compte. Je vous prends pour mieux comprendre ce qui s'est passé avec M. Ongué. Et là, je vous explique dans le sens de la question que vous avez posée. Vous savez, il y a de cela quelques années en arrière, l'actuel ministre de la Justice, professeur Joseph Diokbenou, avait défendu l'actuel président de la République et contre l'État du Bénin dans le dossier PBI. Et l'ancien régime, afin de pouvoir arrêter l'avocat dans son élan de défense de M. Talon Patrice, fait arrêter l'avocat. C'est textuellement la même chose avec ce qui se passe avec M. Eric Ongué. Parce que M. Eric Ongué a un cabinet, le FISConsult, un cabinet de prestations sur tout ce qui est fiscalité. Et
comme on le dit, donne ses prestations aux sociétés qui le demandent. Mais la veille, quand il a été arrêté, le lendemain, il devait faire une sortie médiatique, sortie au cours de laquelle il allait défendre le président du groupe Kajab Commande, M. Ajavon Sébastien, dans le dossier qu'il oppose à l'État du Bénin. Et comme l'État, le régime, les autorités avaient déjà appris, avaient déjà eu les informations selon lesquelles il s'apprête à faire une sortie médiatique pour défendre et montrer jusqu'où le président de Kajab Commande est acculé injustement en ce qui concerne le redressement fiscal qu'on lui impose, alors la procédure a été précipitée et un argument farfelu a été trouvé afin de mettre M. Eric Ongué en prison. Donc, ce que je dénonce, c'est que le régime passé n'a pas fait à Maître Diop Benou. Parce que pour que Talon ne puisse pas être défendu il y a quelques années de cela en arrière, on aurait pu arrêter Diop Benou et le mettre en prison, trouvant des arguments parfaits. Oui, mais honorable Guy Mitokwe, vous parlez, vous expliquez ce que vous entendez par règlement de compte depuis quelque temps, mais n'est-ce pas cette façon de voir qui encourage aussi l'impunité tant décriée avant l'avènement du Talon? Parce que on se dit, mais il s'agit des gens de l'opposition, tout de suite quand on veut toucher à quelqu'un, on se dit que c'est parce que il est contre Talon. Mais c'est pas ça qui encourage aussi l'impunité. Monsieur le journaliste, je vous remercie. Je voudrais d'abord préciser que ce que nous disons est faisable. Parce que ce que nous disons, cela s'est déjà déroulé sur d'autres cieux, dans d'autres pays. Nous demandons seulement au chef de l'État et au gouvernement, et même à l'appareil judiciaire, de punir sans prendre parti. Nous ne demandons pas plus que ça. Ce que nous demandons, c'est trop facile de dire, mais vous demandez qu'on ne fasse plus l'impunité, vous demandez qu'on n'encourage plus l'impunité, et une fois qu'on veut commencer à punir, vous êtes les mêmes à vous lever et à commencer à crier sur tout le toit en disant que c'est une chasse aux sorcières et que c'est une lutte ciblée. Mais pourquoi ne pas laisser vos collègues députés aller devant la justice? Parce que être devant la justice ne veut pas forcément dire qu'on est coupable. Non, mais c'est ce que je vous dis, lorsque vous n'avez pas d'assurance, lorsque vous n'avez pas d'assurance... De quelle assurance parlez-vous? Vous savez, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, allons pas à pas, nous allons mieux nous comprendre. Parce que l'assurance dont il est question, c'est que c'est des indices, c'est des signaux qu'on donne. Quand on parle d'assurance, c'est des faits, c'est des pas qu'on pose qui prouvent ou qui montrent que telle personne, on peut lui faire confiance parce qu'il y a une sorte d'impartialité. Je sais que j'ai raison, je serai acquitté et que je ne serai pas emprisonné. Ou je sais que j'ai tort et je serai emprisonné. Nous ne craignons pas la justice. Mais nous mettons en cause le fait que nous n'avons pas suffisamment d'éléments qui aujourd'hui nous prouvent que nous sommes dans un état non seulement où les décisions se prennent d'une manière impartiale, mais où les sanctions se prennent aussi, où les gens subissent les sanctions d'une manière impartiale. C'est ce que nous remettons en cause. Parce que je dis, avec votre permission, je dis, lorsque vous dites que les 3 collègues cités aujourd'hui doivent se livrer à la justice en attendant que les autres viennent, mais moi je vous dis que c'est un procès politique. Et dans un procès politique, il n'y a pas de si. Je dis ce qui serait très simple à faire, parce qu'on dit que c'est la justice qui s'est auto-saisie dans le dossier. Je dis, il y a aussi, au sein de l'hémicycle, des personnes qui ont été citées dans un certain nombre d'affaires. Il y a le siège appelé le monument pour la corruption, à la gloire de la corruption, qui est le siège de l'Assemblée nationale à l'entrée de la ville de Porto-Novo. Il y a la question, beaucoup d'autres questions que vous connaissez, la question de l'eau, il y a la question des machines agricoles, il y a un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers pendants, que vous connaissez, qui sont des dossiers qui sont connus de la République. Je dis, lorsqu'on veut sanctionner, lorsqu'on veut donner le bon exemple, lorsqu'on veut montrer que nous sommes dans une phase extrêmement compliquée et difficile, c'est qu'on puisse s'attaquer aussi bien à ceux qui ne nous supportent pas qu'à ceux qui nous supportent. Parce que lorsqu'on s'attaque uniquement qu'à ceux qui ne nous supportent pas, je ne vois pas en ce moment bien précis la... On vous dira, on vous retoquera qu'il faut commencer quelque part. Mais c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on ne puisse pas enclencher avec tout le monde? Parce que la difficulté, je vais vous dire quelque chose qui serait très simple. Pensez-vous, pour moi, qu'il est plus facile pour moi de taper sur mon adversaire que mon ami? Il est plus difficile pour un homme
de taper sur son ami que de taper sur son adversaire. C'est vous qui le dites. Non, mais ça c'est humain. C'est un fait humain. C'est un fait humain. Lorsque vous tapez sur votre adversaire, quand vous êtes un humain bien constitué, vous n'avez pratiquement pas de difficulté à taper sur un adversaire. Mais quand vous êtes un humain bien constitué, vous avez des problèmes pour taper sur votre ami. Donc on va encourager le vol. Non, ce que je ne sais pas encourager le vol. Au contraire, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire aujourd'hui de ne pas faire de distinction entre l'ami et l'adversaire. À la tête de l'État, il faut éviter de faire la distinction entre l'ami et l'adversaire. Je vais vous prendre rapidement un cas dans l'histoire, afin de mieux vous expliquer ce qui s'est passé. C'était un cas sanguinaire. Il avait été, alors que l'URSS et l'Allemagne étaient en guerre, le fils de Staline a été arrêté. Et Hitler fait appeler Staline, et Hitler dit à Staline, nous avons pu mettre la main sur votre fils qui était de l'armée. Mais nous pouvons trouver un terrain d'arrangement. Nous allons échanger votre fils contre un de nos généraux que vous avez arrêté. Vous savez ce que Staline a répondu à Hitler? Staline a dit à Hitler que celui que nous avons qui est allemand, c'est un général. Et celui que vous avez de l'autre côté, qui est mon fils, est un lieutenant. On n'échange pas un lieutenant contre un général. Le lendemain, les Russes ont retrouvé le fils de Staline mort, déchiqueté par les Allemands. Je ne demande pas forcément, ce n'est pas une apologie du sang. Mais ce que je demande, c'est que lorsqu'on est à la tête d'une république, c'est une mission difficile. C'est un sacerdoce. Mais le sacerdoce, on le ressent davantage lorsqu'on dépasse un peu les considérations partisanes. Mais le sacerdoce, on ne le vit pas lorsqu'on est dans les combines partisanes. Honorable Guy Mitop, lors des échanges entre le chef de l'État Patrice Talon et son homologue français, je parle bien sûr de la visite du chef de l'État à Paris il y a quelques jours, eh bien, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, a félicité le gouvernement Talon pour ses réformes courageuses. Êtes-vous de cet avis? Je crois que, vous savez, au plus haut niveau de la démocratie et de la diplomatie, il faudrait que les acteurs politiques ou publics que nous sommes, nous puissions faire un peu plus de... faire un retrait afin de pouvoir analyser les langages diplomatiques et tout le reste. Donc c'est un langage diplomatique d'après vous? Non, mais moi je n'appelle pas réforme difficile le fait de ne pas mettre en pratique les décisions de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une réforme qui fait avancer le pays. Lorsqu'on refuse d'aller dans le sens de ce que les décisions de la Cour constitutionnelle, pour moi, ce n'est pas une réforme difficile. Pour moi, c'est une aberration. Et pour moi, c'est faire reculer le pays. Lorsque dans un pays, on fait voter des lois et que, au lieu que les emplois se créent, les emplois disparaissent en masse, pour moi, ce n'est pas une réforme courageuse. Parce que lorsque on présentait le PAG le 16 décembre 2016, il a été dit qu'il sera créé 100 000 emplois chaque année. Mais combien d'emplois ont été créés en pratiquement 2 ans? En pratiquement 2 ans, près de 30 000 emplois ont été supprimés. C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, ce n'est pas des réformes encourageuses. À encourager plutôt. Lorsque on parle de réformes à encourager, alors qu'on demande aux populations de serrer la ceinture et que des laudateurs du régime viennent dire que si les gens sont fatigués de porter la ceinture, de serrer la ceinture, de porter des bombas, pour moi c'est de l'arrogance. Donc nous sommes dans un contexte où il faut comprendre la difficulté des populations. Nos jeunes souffrent, nos femmes souffrent, donc, vous voulez dire nos que, mamans souffrent. Vous voulez dire que le président français ne comprend pas ce qui se passe au Bénin? Est-ce que vous voulez dire? Je ne voudrais pas forcément tabler sur l'état d'esprit du président de la République française. Je voudrais davantage rappeler ce que nous vivons. Parce que ce que nous vivons, c'est nous qui vivons ce que nous vivons. C'est le peuple qui vit ce qu'il vit. Ce qui se vit aujourd'hui, c'est que nous avons appelé à la rupture. Nous avons appelé au nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ, comme je l'ai dit quelque part, qui semble être un départ dont visiblement nous n'avons pas encore démarré. Parce que lorsqu'on prend tout son temps à dire nous ferons, et lorsqu'on prend tout son temps à dire dans quelques jours nous ferons, et que ce quelques jours pratiquement n'arrive jamais,
je pense qu'il y a à des moments donnés, on se pose la question de savoir si le fait de dire que c'était un gouvernement maquette, c'est pas une réalité. Ouais, mais il faut un temps pour que la sauce soit cuite. Ça doit prendre du temps. Non, c'est une image, la sauce soit cuite, c'est une image qui semble être correcte. Mais lorsque vous dites qu'il faut un temps, effectivement, pour que la sauce soit prête, et que celui qui cuisine est dans la cuisine en train de manger avant même que la sauce soit prête, mais il y a de quoi qu'on se pose des questions. Qui mange ici? Non, ceux qui mangent ici, c'est que vous allez voir que, je l'ai dit la dernière fois, pendant qu'on fait des redressements fiscaux à pratiquement tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime, mais le programme de PVI est exonéré de taxes. Et pendant que dans le projet de loi exercice 2018, de loi des finances 2018, il a été dit d'exonérer les camions neufs. Mais on se pose la question de savoir combien de Béninois ont les moyens d'acheter un camion neuf. Mais ceux qui achèteront sont des Béninois quand même. Oui, mais non, ce n'est pas ceux qui achèteront, c'est d'abord celui qui achètera. Parce que les informations que nous avons, c'est qu'il y a au sommet de l'État quelqu'un qui a les possibilités d'acheter environ 300 camions et qui s'apprête à acheter 300 camions à faire venir au pays. Mais on interdit à personne d'acheter des camions neufs. Personne, c'est pas que les gens ne veulent pas acheter des camions neufs, les gens n'ont pas les moyens d'acheter des camions neufs. C'est vous qui le dites, hein, mais honorable. Notre pays est connu. Regardez les voitures, les véhicules qui sont en circulation. Combien de véhicules en circulation aujourd'hui sont des véhicules maison? C'est pratiquement des véhicules d'occasion. Donc, il y a des difficultés. Nous sommes dans les problèmes et nous pensons que il faut aider ce pays. Il faut aider les enfants de ce pays. Il faut travailler afin que ce pays puisse se relever. Et lorsque le président a été reçu par le président de la République française, cela a été applaudi par tout le monde. Mais vous n'applaudissez pas ça? Non, nous faisons l'effort d'être le plus juste possible. De voir, j'allais dire le noir partout, c'est ça, hein? Non, absolument pas. Nous faisons l'effort d'être non seulement honnête envers nous-mêmes. Surtout lorsque la France promet son soutien au Bénin, c'est quand même quelque chose d'agréable, de bon pour les Béninois. C'est ce que je dis. Nous faisons l'effort d'être non seulement honnête envers nous-mêmes, mais d'être honnête envers la République. Je vais vous l'expliquer. Et là, ça, par exemple, ça ne s'est pas passé au temps du président Yaye et Talon. Ça s'est passé avant Talon. Et l'autre chose, je vais revenir sur la question de la visite de notre chef d'État avec le chef d'État français. Aujourd'hui, lorsque vous voyez dans les ménages, pratiquement tout le monde est obligé d'acheter les décodeurs d'une chaîne privée. Les décodeurs d'une chaîne privée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est ce que je dis. Cette décision n'a pas été prise. Aujourd'hui. Pas sous Talon. Pas sous Talon. Mais c'est un fait que nous dénonçons aussi. Lorsque tous les ménages, alors que les gens n'arrivent pas à avoir l'argent, tous les ménages sont obligés, je choisis bien mon mot, obligés dans ce sens que lorsque vous n'avez pas leur décodeur aujourd'hui, il vous sera très difficile de capter des chaînes nationales. Non. Même les chaînes nationales. Non, on n'est pas obligé. Non, c'est obligé. Parce qu'à un niveau. Il y a d'autres techniques. Ah non, mais tout le monde, ça devait être simplifié. C'est une affaire qui devait être simplifiée pour tout le monde. Non, avec aujourd'hui d'autres antennes, vous pouvez capter les chaînes nationales. Hein, toutes les chaînes nationales. Toutes les chaînes nationales, je dis. Toutes les chaînes nationales. Mais on a l'impression que des deals se font et que les populations puissent être obligées de se saigner afin de chaque fois payer des abonnements où les sous ne sont pas premièrement pour le contribuable et où les patrons de ces chaînes ne sont pas je ne fais pas du protectionnisme, mais je dis il est désagréable de faire des deals qu'on impose aux populations dont on ne comprend pas le fondement. Et pour en venir concrètement à la visite du chef de l'État, il a été dit qu'il a recueilli 153 milliards. Vous voyez, lorsque vous écoutez bien le compte rendu des deux chefs d'État, le président de la République française est revenu sur un certain nombre d'expressions. Il a parlé de prêts, il a parlé de déclaration d'intention. Nous ne devons pas nous leurrer. Lorsqu'on parle de prêts, c'est qu'il y a des taux d'intérêt. Lorsqu'on parle de déclaration d'intention, cela voudrait dire qu'on voudrait voir un certain nombre de choses avant de s'engager. Mais j'ai posé la question de savoir sur ma page Facebook. Nous félicitons notre diplomatie pour cet accueil et pour
ce qui a été recueilli à Paris, mais quelle est la contrepartie? D'intérêts commerciaux, ce n'est plus bon pour le développement. Les taux d'intérêt commerciaux, les banquiers vous le diront mieux, c'est parfois 5%, 6%, 7% pour les meilleurs taux. Sinon parfois même 8% à 12%. Mais si les prêts obtenus à Paris ont ces taux-là, ce n'est pas une bonne affaire pour ce n'est pas une bonne affaire pour nos populations, parce que c'est nos enfants et les enfants de nos enfants qui rembourseront ces prêts. On n'a pas appris ça. Hein? Non, on ne nous a pas dit les conditions. On n'est pas rentré dans les détails. Vous êtes dans des hypothèses. Non, mais ce que je dis, c'est ce qui se pratique. Puisque nous faisons des ratifications et pratiquement tout le temps au Parlement. Donc, le rôle, l'utilité que le dossier puisse passer au niveau du Parlement, le Parlement aura l'occasion de se prononcer sur l'opportunité de ces prêts et sur la qualité même de ces prêts. C'est ça la première des choses. Lorsqu'on nous dit que 153 milliards ont été obtenus à Paris, nous paierons combien comme taux d'intérêt sur ces 153 milliards? Je voudrais qu'on nous le dise. Et je voudrais aussi qu'on nous dise, parce que lorsqu'il a été question de la construction du centre de savoir de Semen City, la France va intervenir à ce niveau, et la France va intervenir aussi au niveau de Ganvier. Qu'on nous dise les clauses des contrats. Si la France doit venir intervenir à Ganvier pour que 95 ou 99,9% du bénéfice puisse retourner en France, personnellement, je crois que ce n'est pas une bonne affaire pour le Bénin. Il faudrait qu'on puisse comprendre les conditions. C'est vrai que lorsque des gens décident de venir investir chez vous, on investit afin de faire des profits. Mais qu'on ne puisse pas faire des profits à étouffer les populations. C'est ça nos inquiétudes. Et enfin, pour terminer, il a été reçu 153 milliards à Paris. Et la mouvance présidentielle et tous ceux qui soutiennent les actions aujourd'hui ont crié au succès. Nous souhaitons davantage de succès à ce régime. Mais je dis, lorsqu'on recueille 153 milliards, alors qu'on a envisagé recueillir 9 000 milliards sur les 5 ans, je pense que ce n'est pas extraordinaire. C'est un début aussi. Oui, mais on a déjà fait 2 ans et il reste 3 ans. Et en 3 ans, on doit avoir 9 000 milliards. Je dis bien, il n'est pas dit 900 milliards. Je ne dis pas 900 milliards. C'est quelque chose. Je ne dis le pas 900 chef de l'État pourrait revenir 153 milliards. bredouille. Non, 153 milliards sur 900 milliards, c'est un pas considérable. 153 milliards sur 9 000 milliards. Je pense que nous devons encore retrousser les manches et nous devons travailler. Au lieu de crier, au lieu de faire du triomphalisme. Donc, les problèmes sont réels et les problèmes sont effectifs. Travaillons pour ce pays, évitons le partisanat, évitons les règlements de compte et je pense qu'on trouvera des solutions aux difficultés que nous connaissons. Honorable Guy Mitokwe, je rappelle que vous êtes sur le forum politique sur Cap FM. Les auditeurs veulent intervenir, mais qu'ils veuillent attendre un peu. On va maintenant s'intéresser à la vie de votre parti, puisque vous en êtes le secrétaire général. Il s'agit du parti Restaurer l'Espoir. Tout d'abord, comment se porte le président de votre parti, Kandi Dazanaï? Le président Kandi Dazanaï se porte bien. Il se porte à merveille. Je pense qu'il n'a pas de problème. Ah mais Kandi Dazanaï se porte bien, il est moins prolixe, il parle un peu depuis un certain temps. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Aubin Adoukonou et des jeunes de la 16e circonscription électorale sont montés au créneau pour critiquer Kandi Dazanaï, mais l'homme n'a pas réagi. Alors, dites-nous, de quelle stratégie participe cette position? Est-ce que je parlerai véritablement de stratégie en ce qui concerne la sortie des jeunes, d'un certain nombre de jeunes de la 15e circonscription? Avec Aubin Adoukonou. Ah oui, d'ailleurs, il y a pas mal d'entre eux avec qui nous avons travaillé par le passé. Mais je crois que c'est même ça l'esprit de la démocratie. Qu'on puisse laisser chacun s'exprimer, mais qu'on puisse éviter que les uns et les autres versent dans le mensonge et qu'on puisse éviter que les uns et les autres versent dans l'intoxication et dans le sabotage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne voudrais pas personnellement qualifier ce qu'ils ont fait. Je pense que ce n'est pas forcément ce que le peuple du Bénin veut comprendre aujourd'hui. Ce que nos populations veulent comprendre aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous prendrons nos dispositions afin que la misère
les difficultés de tous les jours puissent prendre du recul, puissent être boutés dehors, et comment nous ferons de telle sorte que les jeunes puissent avoir beaucoup plus confiance en l'avenir. Les questions qui sont liées aux individus sont des questions naturellement importantes dans la République, mais je crois que ce n'est pas les questions les plus importantes. Les jeunes, un certain nombre de jeunes de la 15e circonscription ou de la zone d'Akopa, comment on appelle, Sainte-Cécile, ont fait une sortie médiatique. Ils sont prononcés sur le président Kanida Zanaï. Nous ne pouvons empêcher les gens de faire les sorties médiatiques et même de parler du président Kanida Zanaï, ou même de parler du secrétaire général que je suis ou d'autres personnes au sein du parti. Mais ils disent que c'est eux qui maîtrisent aujourd'hui cette zone. Non, la maîtrise des zones n'est pas ce qui compte pour nos populations. Qu'est-ce qui compte? Non, mais c'est ce que je viens de dire. Ce qui compte pour nos populations aujourd'hui, et là je ne fais pas de la politique politicienne, je parle franchement, je parle sincèrement, et je parle sérieusement. Ce qui compte pour nos populations, c'est comment faire afin que nous puissions avoir des solutions à tout ce que nous vivons jour après jour. Vous savez, quand on dit que des gens souffrent, j'ai l'impression que parfois nous ne mesurons pas suffisamment ce que nous disons. Mais le fait que des pères de famille puissent passer des journées à ne pas avoir un euro en poche, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas. Le fait que des jeunes filles, des jeunes dames, après avoir étudié à l'université, puissent être vulnérables, parce que n'ayant pas le minimum, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Le fait que des jeunes qui ont été parmi les meilleurs sur les bancs des universités et sur les bancs des collèges et lycées, aujourd'hui fassent partie des chômeurs, c'est une réalité que nous vivons. Le fait que dans beaucoup de ménages, les populations ne puissent pas avoir les 3 repas par jour est une réalité. Honorable donc pour moi, les problèmes dont vous parlez ne datent pas d'aujourd'hui. Mais c'est pour cela que nous avons opté. On risque de vous reprocher de surfer sur du populisme. Non, mais c'est pour cela que nous avons opté pour l'alternance au pouvoir. Parce que lorsque vous dites que les problèmes dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas d'aujourd'hui, mais quelle est la raison d'être de l'alternance au pouvoir? Parce qu'on pense que le régime qui viendra fera mieux. Parce qu'on pense que l'individu qui s'en ira et qui laissera la place à l'autre, l'autre pourrait bâtir et aller un peu plus loin que ce que celui qui est parti a fait. Je pense que c'est ça l'utilité et l'importance de la démocratie et de l'alternance au pouvoir. Nous avons lutté, les pères fondateurs de cette république ont pris des risques, ont travaillé pour que nous puissions avoir la démocratie. La génération avant notre génération a travaillé pour que cette démocratie ne meure pas. Le rôle de notre génération, le rôle qui est assigné à notre génération, nous puissions travailler à fortifier et à consolider cette démocratie. Et que cette démocratie ne puisse pas être seulement une démocratie qui permet l'alternance, mais que cette démocratie puisse être une démocratie qui nous conduise au développement durable. C'est pour cela que nous dénonçons. Nous dénonçons parce que nous pensons qu'il y a complaisance. Nous dénonçons parce que nous pensons que ça ne se fait pas, ce qui se fait n'est pas extraordinaire. Mais nous avons besoin de ce qui est extraordinaire. Ça, je ne manquerai jamais de le dire. Lorsque nous avons travaillé pour que le régime actuel puisse être installé, nous l'avions fait parce que nous avons conféré une capacité extraordinaire à l'actuel président. Nous avons pensé que l'actuel président, qui, pour tout le respect que j'ai pour son titre et pour sa position, fils de cheminot, a pu construire cette personnalité qu'il est aujourd'hui, nous pensons qu'il pourrait mettre ce secret à la disposition de la République, des jeunes et des femmes. Vous avez induit les gens en erreur et aujourd'hui vous abandonnez celui que vous avez soutenu. Non, ce que je dis est assez sérieux. Si tant est que ce n'est pas ce que vous attendez. Ce que je dis est très sérieux pour que vous puissiez en tirer une conclusion aussi simple. J'ai dit, je n'ai pas de regrets et je continue de dire, je n'ai pas de remords d'avoir travaillé à ce que Patrice Talon soit président. Parce que je pense qu'il faut l'aider afin qu'il puisse mettre toutes ses aptitudes à la disposition de la République. Il faut l'aider afin qu'il puisse refuser de verser dans la complaisance. Il faut l'aider, il faut travailler afin qu'il ne puisse pas avoir de possibilité de dévier. Je suis sincère envers moi-même. Et quand on est sincère envers soi-même, on n'a pas de remords. Je ne l'ai pas fait parce que j'attendais une rémunération personnelle quelconque.
Nous l'avions fait parce que nous avions eu confiance en la personne de l'actuel président. C'est pourquoi vous l'avez quitté. Ne voyez pas la chose sous l'angle de quitter. Voyez la chose sous la prise de responsabilité. Vous êtes encore avec lui? Non, nous sommes de l'opposition. Mais nous prenons nos responsabilités. Parce que lorsque vous dénoncez des choses qui se font et sur lesquelles vous ne vous étiez pas entendu, c'est une prise de responsabilité. C'est une démarcation. Nous faisons une démarcation afin d'insister sur le fait que ce qui se pratique, ce qui se fait, c'est pas ce sur quoi nous nous étions entendus. Donc, ce n'est pas un fouvoiement. Ce n'est pas... Je dis, et vous le savez avec moi, nous sommes du même pays. Beaucoup font des mains et des pieds pour rejoindre la mouvance présidentielle. Mais nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Cette démarcation politique que vous avez constatée, cette démarcation politique dont nous sommes le fruit aujourd'hui, est une prise de responsabilité. Et cette prise de responsabilité, c'est toute complaisance mise à part. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de la comédie. Guy Mitokpe, oui. Vous êtes très proche de Kangdi Dazonaï. C'est vrai qu'il a promis aux Béninois de dire les raisons pour lesquelles il a pris ses distances vis-à-vis du chef de l'État, Patrice Talon. Mais concrètement, lorsque vous discutez avec l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a obligé à quitter à un moment donné? Oui, mais nous ne passerons pas de cette même manière toute notre vie à justifier pourquoi nous avons quitté le gouvernement. Je pense que nous avons assez ressassé les raisons fondamentales qui ont expliqué. J'ai dit et j'ai redit que lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit non. J'ai dit et j'ai encore redit que lorsque de grandes décisions qui concernent tout le peuple se prennent et que vous n'êtes pas d'accord, à un moment donné, vous faites la démarcation. La démission du ministre Azanaï du gouvernement n'a pas été une décision perso-personnelle, si je peux m'exprimer ici. C'est une décision qui a été consultée. C'était une décision consultée. C'est une prise de décision parce qu'il avait consulté le bureau politique du parti. Et le bureau politique du parti a dit maintenant, monsieur le ministre, vous pouvez aller dans le sens de ce qu'ensemble nous nous sommes entendus. Aller dans le sens de ce sur quoi le bureau s'est entendu. C'est le bureau qui a demandé à ce que le ministre démissionne. Donc, ce n'est pas un regret. Ce n'est pas du lait versé sur lequel nous passons tout notre temps à pleurer. Et nous avons dit aux Béninois que sur les grandes décisions, nous n'étions plus concertés. Sur les grandes décisions qui impactaient la vie de la République, nous ne nous retrouvions plus. Nous avions eu l'impression à un moment donné qu'il y avait une sorte de trahison. Sur ce sur quoi on s'était entendu. On ne peut pas donner plus d'explications que ça. On ne peut pas être plus clair que ça. Merci, honorable Guy Mitokpe. 21 33 52 25 ou 95 22 77 36. Vous êtes bel et bien sur le forum politique sur Cap FM. En direct chez vous, Wilfried Apassou, les amis auditeurs sont là. Ils veulent intervenir dans cette émission. Je vais recevoir le premier intervenant au bout de la ligne téléphonique. Bonsoir, cher intervenant. Bonsoir à vous, monsieur Sébastien Rosso. C'est Wilfried Apassou. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Je peux avoir votre nom? Mon nom, c'est Sébastien Nyonfosso. Oui, monsieur Nyonfosso. Soyez ovationnés. J'ai appelé pour vous encourager. Pas parce que je suis totalement d'accord avec vous, mais pour vous dire qu'à cause de vous, la démocratie béninoise est encore debout. Merci. Je vois en vous quelqu'un comme Maître Djofeno Soujane avant avril 2016, quelqu'un comme Andel Aladati et c'était Jakaya qui défendait la démocratie comme vous. Mais aujourd'hui, on voit autre chose. Est-ce que ma question, est-ce que c'est le pouvoir qui change l'homme ou bien l'homme est changeant par rapport au moment ou à la position? Ok. Allez-y rapidement. Quand vous serez à l'espace, et pour terminer, il y a une question qui me dérange, le problème de notre justice au niveau du parquet. C'est ça qui fait que les gens n'aiment pas se présenter à la justice. Est-ce qu'à l'Assemblée, on ne peut pas voter une loi et quand les gens ne peuvent les présenter directement à la justice que de les présenter au procureur qui les met les gens en prison? Le parquet, par exemple, les chefs d'État vont en prison. Ok.
On a compris, Sébastien. Un autre intervenant, le deuxième sur le forum politique. Bonsoir. Monsieur Willy, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Mon cher député, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Emmanuel Et Emmanuel Avlessi, nous vous écoutons. Depuis pas longtemps, on a demandé de serrer notre structure. Tu sais, moi, j'ai serré cette structure. Je suis déjà au dernier cours de ma vie. Je ne sais même pas à quel cours. Ça me prend. Les rangs sont déchirés par des frères. Vraiment, on aura nous encourager. Mais il y a quelques questions rapidement pour vous. J'aimerais demander, est-ce que vous pouvez avoir des difficultés parlementaires, c'est ça, de voler le ministre du pays à l'autorité là-bas? Hein? La lutte contre la corruption au Bénin, nous sommes d'accord. Mais comment voyez-vous, il n'y a pas une sélection dans la lutte contre la corruption? Ceux qui ont volé l'argent de ce pays ne sont pas avec le chef de l'État, pourquoi on n'a pas fouillé dans l'argent et c'est chaque fois c'est l'opposition qu'on touche? Ça là, moi je vous demande, c'est quoi? L'unité parlementaire, on ne comprend pas là. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il n'est pas opposé qu'on enlève l'unité parlementaire de ce pays? Ok. Ma deuxième question, je ne vais pas poser la deuxième question. Allez-y rapidement. Quel conseil vous avez à donner au gouvernement et quel conseil vous avez encore à donner au syndicalisme pour cette année-ci? Voilà ce qui se passe dans les études actuellement. Les décisions ne sont pas en cours. Il y a des mouvements par-ci par-là. Ok. On ne veut pas écouter les décisions parce que la décision est déjà prise. Ok, on a compris. Merci beaucoup à notre intervenant le troisième sur l'émission Le Forum Politique. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir, monsieur Willy. Bonsoir à vous. Je vous écoute, cher ami. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir. Oui, mon père là, son Alphonse. Monsieur Alphonse, allez-y rapidement. Oui, monsieur Willy. Oui. Vous savez, moi, l'honorable Jimmy Oui, Topé, bonsoir. que moi, son Alphonse, je lui donne un bien suivi. Merci. Comme ça, c'est commencé par sortir pour moi, au peuple béninois. Ils auront le soutien du peuple béninois. Nous sommes venus pour monsieur l'honorable. Merci beaucoup. Alphonse, il a perdu la ligne. Est-ce qu'il est encore là? Non. Je crois qu'il a perdu la ligne. Un autre est là. Bonsoir, cher intervenant. Bonsoir, cher ami. Très bien, nous vous écoutons. Monsieur Stanislas, allez-y. Je vais bien. Merci. Merci. Merci à vous, Stan. Un autre intervenant sur le forum politique sur Cap FM, désormais tous les mercredis à 18h. Bonsoir. Oui. Bonsoir, cher auditeur. Oui, bonsoir, cher ami. Monsieur Adrien, allez-y. Bonsoir, monsieur Adrien. Merci. Oui, oui, je vous suis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Adrien. Un autre intervenant sur le forum politique. Vous êtes sur Cap FM. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir, cher ami. Barnabé Agbekpono, nous vous écoutons. Voilà, je salue le député Guy Topé. Bonsoir, monsieur Barnabé. Voilà, Merci. j'ai quelques questions pour le parti. La première, est-ce que chaque fois, lorsque nous allons contribuer à amener le président au pouvoir, 2 ans après, commencer par s'écrire sur la pour dire non, ce n'était pas la personne idéale. C'était pas lui, nous avons fait une erreur. Est-ce que chaque fois nous allons reprendre cette chanson-là? Quand est-ce que nous allons avancer dans ce pays avec cette mentalité? Ok. Deuxième point, j'aimerais vous demander de dire au président du parti restaurer l'espoir. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui explique son mutisme aujourd'hui? Le peuple veut savoir. Donc, Merci. Merci Barnabé Agbekpono. Honorable Guy Mitop, vous êtes avec moi. Je n'ai que 5 minutes dans le temps réglementaire. J'espère que vous allez m'aider à répondre à un certain nombre de préoccupations. Vous avez le micro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord remercier les auditeurs pour l'intérêt qu'ils portent à l'émission. Et je voudrais aussi vous dire que le dernier intervenant disait, mais est-ce que chaque fois que nous contribuerons, est-ce que
un des nôtres, un compatriote accède à la magistrature suprême. À peine un an après, on se débarque et on se démarque, on dit qu'il n'était pas le meilleur. Mais je vous ai dit tout à l'heure que j'étais franc envers moi-même. Je n'ai à aucun moment dit que je regrette d'avoir choisi Patrice Talon, je ne l'ai pas dit. Je n'ai à aucun moment dit qu'il n'était pas le meilleur parmi la trentaine de candidats ou de candidatures en 2016. Je continue de dire que je ne regrette pas mon choix. Parce que je pense qu'il a les aptitudes nécessaires pour réussir. Mais je pense qu'il est en train de se laisser embourber. Et souvenez-vous de la bûchette d'allumettes qui a embrasé le Parlement et qui est l'un des faits qui explique aujourd'hui notre démarcation de ce régime. J'ai dit que ceux qui ont induit Yahi en erreur sont en train d'aller vers le régime afin d'induire le régime en erreur. Et j'ai cité candidat Zanaï qui a l'habitude de dire ce qui a tué le jour peut tuer la nuit. Donc, nous ne sommes pas en train de nous fourvoyer ou nous ne sommes pas en train de nous marcher sur les pieds ou de nous mordre la langue. Nous pensons qu'il a les moyens de réussir. Mais il n'est pas en train d'utiliser les moyens qu'il faut utiliser pour réussir. Et ces moyens, c'est quoi? Non, c'est l'impartialité. C'est effectivement aller vers la lutte contre l'impunité, une lutte véritable contre l'impunité, en commençant d'abord par son écurie. Et c'est aussi qu'il doit montrer beaucoup plus de signaux qu'il pense beaucoup plus au pays qu'à lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le président de la République et ceux qui l'entourent pensent davantage à eux-mêmes qu'au pays, qu'au peuple du Bénin. On a l'impression aujourd'hui qu'au moment où on demande au peuple de serrer la ceinture, là-bas, on desserre la ceinture parce que jour après jour, on prend du volume. Donc, c'est ça ce que nous dénonçons. Et nous ne pouvons donner notre caution à ces manières de faire. Nous sommes sincères dans notre prise de position. Sur la question des grèves. Ce n'est grèves. pas être rebelle que de le dire. Sur la question des grèves, une fois de plus, nous pensons que la République, il faut la vérité des chiffres. Il faut la vérité des chiffres. Parce que lorsqu'il n'y a pas de confiance entre les différents partenaires autour d'une table, c'est vrai qu'à un moment donné, on puisse remettre en difficulté l'éducation de nos plus jeunes. Et même l'éducation au niveau supérieur. Parce que lorsque les syndicalistes sont en face des membres du gouvernement aujourd'hui, ils ne croient pas que ce que disent les membres du gouvernement aujourd'hui puisse être la vérité. Et ils ont des raisons de ne pas croire que ce que disent les membres du gouvernement aujourd'hui, que les membres du gouvernement sont en train de dire la vérité. Tant que les syndicalistes ne se rendront pas compte que ce qui se dit, c'est la vérité, je pense que je trouve légitime leur combat. Je trouve que c'est un combat légitime. Et on va aller vers l'invalidation de l'année, et vous êtes d'accord? Je ne dis pas que je suis d'accord pour que l'année puisse être blanchie comme on le dit. Mais je suis en train de dire qu'il faut un langage de vérité. Il faut la vérité des chiffres. Qu'est-ce que le pays gagne? Combien chacun gagne? Il faut qu'on fasse la vérité. Parce que ceux qui sont en face, pendant qu'on est en train de leur dire qu'on ne peut pas leur faire des augmentations, que le pays n'a pas d'argent, on constate que des personnes autour du chef de l'État sont payées aux frais de la princesse. Et quand c'est comme ça, il y a des difficultés dans le comportement, dans la manière de comprendre. Je pense qu'il y a un problème de management. Merci, honorable Guy Mitopé. Nous sommes au terme de cette émission, le Forum politique. Je n'ai que quelques secondes. Je voudrais rapidement, en quelques secondes, que vous prononciez sur la dernière décision du préfet du littoral interdisant quand même les manifestations sans que la sculpture soit enregistrée. Non, je crois que la dernière décision du préfet est dans une logique bien précise. C'est la même logique qui avait voulu que la loi supprime les grèves. L'esprit n'a pas encore disparu. L'esprit de la suppression, l'esprit de la négation de l'histoire de ce pays n'a pas encore disparu en eux. Parce que, comme le disait quelqu'un, ceux qui ont fait le Mercredi Rouge, qu'on nous montre dans les registres de la préfecture où le mouvement Mercredi Rouge est enregistré. Quand on montrera à chaque Béninois la ligne qui montre le niveau d'enregistrement du mouvement Mercredi Rouge qui a participé à l'avènement de ce régime au pouvoir, alors je pense que
le communiqué du préfet serait un communiqué juste. Merci à vous, honorable Guy Mitopé. Merci d'être passé sur le forum politique de ce mercredi. Merci à vous tous. En direct chez vous, Wilfried Akwasou, à la technique Jérôme Avossetien et Armand Bokov. Notre webmaster est resté avec nous. Il s'agit de Chabel Zissou. Également, vous pouvez réécouter cette émission sur notre page Facebook www.kpfm.com. Merci à vous tous. Prochain rendez-vous mercredi à 18 h.